Non. On reste dans le match européen et je pense que vu le thème, on va avoir encore des désaccords ou en tout cas des lectures complémentaires. C'est un peu le prolongement, honnêtement, de notre premier débat, mais vu sur le domaine de la défense, parce que, j'allais dire, sur le dossier du Groenland, c'est une des problématiques que croise aussi l'Europe, c'est-à-dire la capacité à jouer les muscles, pas uniquement sur de l'anti-coercition, des contre-mesures douanières, c'est aussi l'autonomie de la défense. Je le disais en ouverture d'émission, il y a eu ce plan qui était en mars dernier, Rearm Europe, avec 800 milliards. Alors 800 milliards sur lequel il faudrait faire du tri, parce qu'il y a un effet d'affiche mais derrière et d'annonce, mais derrière, c'est pas que 800 milliards. Derrière, ça se pose de multiples questions sur ces milliards en faveur de la défense européenne, à commencer honnêtement, et on le voit déjà dans les mois qui ont suivi, je pense au SCAF, qui est le futur avion européen, des désaccords qui sont déjà dans tous les sens, et notamment entre la France et l'Allemagne sur des dossiers industriels lourds. Là aussi, c'est mal barré, j'allais dire. Marcus, est-ce qu'une Europe de la défense, mais écoutez, sans côté politique un peu là. L'Europe de la défense est une nécessité impérieuse. L'entente franco-allemande dans la matière est essentielle et indispensable. Elle doit comporter nos amis britanniques, parce que sans les Britanniques, on ne peut pas parler comme il le faut vis-à-vis des États-Unis. Il nous manquerait en plus la deuxième puissance nucléaire. Il faut inclure autant que possible l'Italie, qui est un élément technologique très important, aussi indispensable, et dans la mesure du possible, l'Espagne et la Pologne. Avec la Pologne, c'est un grand problème, parce que l'antigermanisme en Pologne est profond et nourri par le gouvernement, partagé par toute la classe politique. Et technologiquement, la Pologne n'a pas grand-chose à offrir. Alors, premièrement, il faut constater que les 800 milliards dont vous avez parlé ne concernent pas la compétence de l'Union européenne. L'Union européenne, en vertu de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est pas une union de la défense. Donc, est-ce que c'est un problème d'ailleurs ? C'est un problème juridique, mais non seulement juridique, parce que la Commission s'en fiche éternellement du juridisme, mais également sur un plan opérationnel, parce que Mme von der Leyen a nommé un commissaire de la défense, un ancien Premier ministre balte. Écoutez, à quel titre est-ce que l'Union européenne entrave ce domaine-là ? Donc il faut créer des structures en dehors de l'Union européenne, avec les Britanniques et avec les pays technologiquement capables d'apporter quelque chose. C'est pas Malte. Malgré mon respect pour cet îlot charmant, il faut quand même faire le tri. Deuxièmement, lorsque la Commission, et notamment Mme von der Leyen, organise des fonds, les industriels de la défense disent tout de suite « très bien », parce que la Commission sait, à partir du moment où on donne des sous, ça fait saliver les industriels de défense. Alors en plus, une branche qui a, au moins en Allemagne, a été discréditée systématiquement par les médias woke, d'une façon inacceptable. Parce que j'ai fait un séminaire sur l'économie de la défense à l'Université technique de Berlin, mes collègues m'ont décrié. Donc on a voulu interdire ce genre de réflexion académique. Alors donc, sur ce plan-là, j'espère surtout que l'Allemagne se réveille. Alors quant au désaccord franco-allemand pour le projet SCAF, je me permets de vous rappeler qu'il y a deux projets, le Main Ground Combat System, le futur char de combat, qui a été défini il y a plus de 10 ans dans un théâtre d'opérations complètement différent. Ce projet est tombé, je dirais, caduc sur un plan opérationnel. Il n'en faut plus. Les deux partenaires, ou les 4 partenaires aujourd'hui à la table, ne sont d'accord sur rien. Et c'est également le cas pour le SCAF. Je comprends parfaitement M. Trappier qui veut dominer la chaîne de l'assaut, la chaîne de ses fournisseurs. Il est, en vue de son carnet de commandes, complètement capable de concevoir un tel oiseau lui-même. Alors pourquoi s'allier avec une entreprise qui, par sa structure, Airbus, est tout à fait différente d'une société familiale où l'actionnariat est très, très clairement défini et qui a des preuves de performance. Alors donc, il faut chercher d'autres méthodes de coopération et il ne faut pas regarder trop dans le passé,
Parce que les deux projets que vous avez, le premier projet que vous avez mentionné et le deuxième que je me permets de mentionner, sont des projets du passé, avec des constellations industrielles qui ne sont plus d'une actualité. Oui. Et d'autant plus qu'on n'est pas vraiment certain que l'avion de chasse soit vraiment l'enjeu majeur des 20 ans à venir. Tout à fait. Donc, vu les drones, on va dire. La robotisation est en route. Donc, sur ce plan-là, c'est ça mon message, trouver de nouvelles structures avec nos amis britanniques et notamment, voilà mon dernier mot, empêcher les Polonais d'acheter avec l'argent européen des armes américains. Ouais. Ça, c'est inadmissible. Donc, Marcus, plus ça va, plus vous nous faites regretter le Brexit, là. Frédéric Philippe, sur cette défense européenne, on ne va pas rentrer juste dans l'industrie, mais c'est quand même aussi une lecture de la séquence qui est importante quand on tourne un peu la boule là, sur ce qui est en train de se passer actuellement. Frédéric Philippe. Oui, alors, sur cette question, pourquoi cette question revient ? Parce que de toutes les façons, les Européens sont sortis de 3 illusions qu'ils ont nourries dans les années 90. Et c'était quoi ces illusions ? Premièrement, l'histoire était finie, donc la guerre allait être rangée dans le magasin des accessoires. Deuxième illusion, les Américains allaient assurer à jamais la sécurité du continent. Et troisième illusion, la mondialisation à la fin serait heureuse. Bon, la mondialisation n'est pas si heureuse. Les Américains montrent un intérêt moindre, avant même Biden, d'assurer la sécurité du continent. Ça avait commencé avec Obama, Biden, Trump. On est dans une séquence qui était déjà plus longue en tant que telle. Et donc aujourd'hui, les Européens, le problème, c'est qu'ils sont inscrits, la plupart d'entre eux, dans une structure de l'OTAN, qui est une structure largement dominée par les États-Unis, même si les États-Unis veulent s'en retirer, ou en tout cas avoir une moindre contribution. Et d'autre part, on voit bien, il n'y a pas que les Polonais qui achètent du matériel américain. Je veux dire, les Belges, récemment, ont fait de même, pour ne citer que cela. Et les Italiens aussi. Bon. Donc, par conséquent, moi, je dis, avant de réfléchir sur qui est avec qui, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette Europe de la défense ? C'est-à-dire, quel est son but ? C'est-à-dire remplacer les Américains, c'est-à-dire faire en sorte que l'Europe assure d'elle-même sa sécurité sans l'aide américaine. Je me demande comment on peut y parvenir, parce que là, vous étiez en train de citer, OK, Italie, Allemagne, France, Angleterre, et les autres, qu'est-ce qu'on fait avec ? Donc, en vue de quoi ? Le financement. Alors, attention aux usines à gaz. On sait que l'Union européenne, d'un côté, on va laisser des facilités par rapport de pacte de stabilité. De l'autre côté, on va essayer de faire un financement européen. Comment on arrive à monter tout ça ensemble pour que ça soit clair ? Moi, je pose la question, avant les moyens, pourquoi faire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est la Russie à nouveau, comme autrefois dans sa version soviétique, maintenant dans sa version Poutine, c'est devenu l'ennemi ? Donc voilà l'ennemi, il va falloir se défendre. Est-ce que l'ennemi, je ne sais pas, c'est la Chine de demain ? Militairement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est les États-Unis maintenant, parce qu'on est dans une séquence de possible maintenant, qui vont devenir les ennemis avec le Groenland ? Donc, ok, c'est bien joli de vouloir ressortir des chars, des drones et autres, mais en vue de quoi ? Oui. C'est-à-dire, c'est quoi la finalité ? Au nom de quoi ? C'est la question centrale. Que vous abordiez sur l'Europe tout à l'heure. Oui, au nom de quoi ? Mais je veux dire, Attendez, je dis pas, mais attention, parce que je vous vois arriver, vous allez me dire, oui, que je vis dans une naïveté, un rêve, qu'il n'y a pas de conflit. C'est pas du tout ce que je dis, mais je me dis, qui sont les ennemis ? Je vous rappelle que quand même, historiquement, quand on a construit l'Europe, un des moteurs, ça a été l'anticommunisme. Bon, les communistes ont disparu, à moins s'ils sont là, il faut me le dire où ils sont. Reste Poutine quand même. Il reste Poutine. Ça. Donc maintenant, on a retrouvé les Russes. Donc on a retrouvé un nouvel ennemi. Et je me souviens... c'était un essai en 90 de Bruckner qui avait dit « Quand l'URSS a disparu, elle nous a privés d'un truc essentiel, d'un ennemi. Oui. » Donc alors, qui est l'ennemi aujourd'hui ? Et où est-il ? Où sont-ils ? Et quelle forme prennent les menaces d'aujourd'hui ? Oui. Mais Frédéric, enfin, on va écouter Philippe, finalement. Ce qui est bien avec Donald Trump, c'est qu'il déclenche ses ennemis, finalement. Voilà. Oui, donc c'est les Russes. Donc les Russes sont nos ennemis. Donc mais il faut nommer les choses. Je ne sais pas si les Russes sont nos ennemis, parce que je ne suis pas capable de les nommer. Moi non plus. Mais en tout cas, quand on lit les déclarations successives de Poutine et ses intentions sur l'Europe de l'Est, ou son comportement en Ukraine, ça me semble assez clair. Oui, donc si on veut défendre l'Ukraine... Mais tout seul, on y arrivera en tant qu'Européens face aux Russes.
moi, je voudrais juste... oui, mais ce que vous dites était très intéressant, justement. Parce que si on fait un tout petit peu d'histoire, et ce qu'a dit Marcus est très intéressant sur le cas de la Pologne, en fait. La communauté européenne et de défense, ça ne nous rajeunit pas, échoue en 1954. C'était le 3e traité européen. Le premier, c'était le charbon et l'acier, la CECA. Le deuxième, on l'oublie tout le temps, mais c'était Euratom. Oui, bien sûr. Et ensuite, il y a eu la communauté européenne de défense. Échec total. Pourquoi ? Parce que le conflit était encore trop récent entre l'Allemagne et la France, et les Français ne voulaient pas d'un réarmement allemand. Du coup, on s'est tous abrités derrière le parapluie américain, et ça a arrangé tout le monde. Mais ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est 50 ans après, c'est qu'il y a encore ces logiques un peu de peur nationaliste qui peuvent exister entre nous, qui fait que l'Allemagne se méfie un peu de la Pologne, peut-être la France encore un peu de l'Allemagne, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces questions historiques, je pense qu'il faut les avoir en tête. C'est ce qui peut expliquer que cette Europe de la défense, elle est particulièrement difficile à construire. Mais moi, je voudrais insister sur 2 autres points. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu un changement fondamental en 2025, c'est les nouveaux engagements de l'OTAN, justement, et le réarmement. Alors, peut-être pas sous un angle européen, il y a eu l'initiative européenne, vous l'avez mentionné, Ludovic, mais il y a aussi cette initiative des pays de l'OTAN qui disent qu'il faut remonter les dépenses militaires à 3,5 points de PIB en équipement et à 5 points quand on prend en compte ce qui n'est pas équipement, ce qui est massif. Et là, pour le coup, je peux dire c'est une grande victoire pour la France et le Royaume-Uni. On est les derniers pays en Europe à avoir maintenu nos efforts d'équipement militaire dans le PIB à ces niveaux-là. Et comme vous l'avez dit fort justement, contre vents et marées, et vous aussi, dans une Europe qui disait mais non, la mondialisation heureuse. Alors, la mondialisation heureuse, elle est heureuse quand on joue la compétition. Notamment les Chinois, je pense qu'ils sont très heureux de la mondialisation. Nous, en Europe, quand on ne joue pas la compétition, on ne peut pas gagner. Évidemment, on est plus malheureux. Ça, c'était une petite pique au passage. Mais simplement, je reviens à mon point. Je suis quand même d'accord avec vous pour dire que la plupart des pays européens ont cru à la paix éternelle et ont cessé leur effort de défense. Et donc là, ce qu'on est en train de voir en 2025-2026, c'est une justification du fait d'avoir gardé aussi, vous l'avez dit, raison Marcus, contre vents et marées, une industrie militaire. Vendre des armes, fabriquer des armes, c'était horrible, on n'avait pas le droit de le faire, on était critiqué, etc. Et là, ça redevient nécessaire. Donc, faisons-le bien. Mon 3e point, je suis trop long. On a sorti une étude il y a 3 mois pour chiffrer... Le 11, c'est BPI. BPI France. BPI France Lab a sorti une étude il y a 3 mois pour dire, mais ça représente quoi en effort de production industrielle ? Les engagements de l'OTAN pris par la France, c'est un doublement de la production industrielle équipement militaire à l'horizon 2030. Doublé. On passe de 31 milliards de valeur de chiffre d'affaires à 62 milliards. Et encore, on ne compte pas les exportations. Rien que ça, mais c'est juste dément. D'ailleurs, c'est un des points aussi sur lesquels on aurait pu revenir, mais on n'aura peut-être pas le temps, c'est que c'est un moteur de croissance qui s'allume. Donc, pour la première problématique des industriels aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste du SCAF, donc je ne peux pas me prononcer dessus, mais la première problématique des industriels qui sont cités dans cette étude et qu'on voit depuis, puisqu'on rencontre les grands donneurs d'ordre, c'est de se remettre en mouvement, de remettre en cadence des usines qui tournaient en fait au ralenti, faute de crédibilité. Avant que Marcus réponde, je vais faire un petit peu d'autopromo parce que ce thème de la défense, évidemment, est extrêmement perceptible. Et à la fin du mois, BFM Business, en partenariat avec La Tribune et R&D Cosmos, a lancé une nouvelle émission, R&D Défense, justement pour embrasser ces sujets-là, qui deviennent des sujets tout aussi importants que les nouvelles technologies, sachant qu'il y a des nouvelles technologies. Et donc, ça sera un rendez-vous le vendredi à 12h30 et ça sera présenté par Jean-Baptiste Huet. Mais voilà, je voulais le signaler parce que c'est aussi, aujourd'hui, l'armement et la défense font pleinement partie du domaine économique et pas qu'au sens politique. On écoute Marcus rapidement. Marcus, promettez-moi, et après Frédéric. Écoutez, est-ce que ça va être possible de répondre brièvement à toutes vos explications parce que vous avez cerné la Russie comme ennemie. Je me permets de vous dire immédiatement, il y a un adversaire en matière de politique commerciale qui est les États-Unis de M. Trump. C'est pour ça qu'il faut savoir. Celui-là, on est d'accord. Et il faut bien trouver encore la riposte. Si stratégiquement, les Russes sont un ennemi, personne conteste l'illégalité de leur agression en Ukraine. Alors, il faut des projets de forte valeur ajoutée industrielle qui reflètent une volonté européenne de peser géopolitiquement dans le monde. Kissinger avait dit à l'époque: je n'ai pas pu résoudre une seule crise sans avoir recours au porte-avions américain. Il y en a
F-11. Hein, ce sont des plateformes avec les aéronefs qu'on peut envoyer dans les eaux internationales pour faire des gesticulations à M. Gaddafi en disant « Écoutez, mon petit, tu vas te calmer maintenant, autrement, on va te taper dessus. » Alors, l'Europe n'en a pas. Alors, le Charles de Gaulle, où j'étais présent, invité par un amiral exemplaire des temps modernes, l'ancien chef d'état-major de la marine nationale française, amiral Alain Oudot-Daville, m'a donné l'impression de ce qu'on peut faire en la matière et ce que la France et d'autres pays européens sont capables de faire. Il faut des porte-avions européens. Ça pose un très grand nombre de problèmes. Ça pose surtout la problématique de la répartition industrielle. Ça pose le problème du commandement du pavillon, parce qu'il n'y a pas de pavillon européen. L'Europe n'est pas un État, mais c'est un moyen de souveraineté. On parle beaucoup de souveraineté, d'ailleurs, on mélange beaucoup les termes. L'Union européenne n'est pas souveraine, l'Europe ne peut pas devenir souveraine, il s'agit d'autonomie. Mais une plus grande autonomie d'action exige qu'on travaille là, la main dans la main. Alors j'ai peut-être un peu trop méchamment parlé des petits pays. C'est un jargon pariso-parisien. En s'adressant à Frédéric. Je n'aime pas du tout. Je ne vais pas répéter maintenant ce que je dis sur un certain nombre de pays. Mais il y a des pays extrêmement forts, de taille relativement petite. La Slovaquie est un fournisseur industriel très, très important. La Tchéquie a une très grande tradition industrielle. Donc il faut intégrer ces pays, pour ne pas oublier les Pays-Bas, dans un ensemble d'efforts industriels de la défense. Mais encore une fois, il faut bien faire la distinction entre amis et ennemis. Sur cela repose toute la politique et il ne faut surtout pas se tromper.